Je passe à une deuxième remarque. Tout homme, à moins d'être idiot, est imbattable sur son propre terrain. Si bien que discuter la théorie dite classique du vrai est une opération comique dénuée de tout sens. Il n'y a jamais lieu de discuter, il faut plutôt changer de terrain. Principe sacré, on a toujours raison sur son propre terrain. Donc le problème, c'est de se faire son terrain à soi, c'est pas facile. Vous arrivez dans un monde où les terrains sont occupés. Tous les terrains. C'est comme des trous, il y a un bigorneau dans chaque trou. Alors il y a une solution, arracher les bigorneaux. C'est la violence. Non, voilà. Il faut trouver une petite terre à vous. Entre deux machins. Où elle est, là, notre petite terre? D'accord, le faux n'a pas de forme. On ne va pas essayer de discuter sur est-ce que le faux a une forme ou pas. Évidemment qu'il n'a pas de forme, le faux. Seulement, on peut dire, voilà, on peut dire, alors avec beaucoup de respect, d'accord, Descartes, Malebranche, le faux n'a pas de forme. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? C'est évident, c'est comme 2 et 2 font 4. Alors, mais est-ce que c'est le seul critère? Par exemple, le faux n'a pas de forme, bon, mais est-ce qu'il n'a pas une puissance? Comprenez, dans les dialogues, on peut toujours, quand vous lirez du Platon, celui qui est interrogé par Socrate, il dit toujours « oui, d'accord, Socrate ». Alors, mettons, Socrate dit « le faux n'a pas de forme ». L'autre dit d'abord « Socrate, je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire ». Socrate, il va, repart à zéro, lui dit « eh bien, prends l'exemple de quelque chose de faux, d'une chimère ». « Oui, dit l'autre, je prends l'exemple d'une chimère. » Eh bien, dis-moi la forme d'une chimère. L'autre dit la forme d'une chimère. Il dit, mais la seconde d'après, dit Socrate, la chimère, j'invente, c'est pour vous donner, pour ceux qui n'ont jamais lu Platon, pour vous donner le ton. Socrate répond, ah ben oui, mais tu dis que la chimère, elle a des ailes, et puis des sabots, et puis des grandes dents, mais la seconde d'après, là qu'elle a plus de dents du tout, et puis elle n'a pas des ailes, mais elle a des nageoires. L'autre dit, ah oui, Socrate, mais oui, c'est vrai, j'ai vu ça, c'est comme tu dis. Alors Socrate, il dit, donc elle a 2 formes, la chimère. L'autre dit, ah ben oui, elle a 2 formes. Ah, mais j'en ai vu une de chimère, dit Socrate, une autre forme. Alors, il finit par faire dire, elle a une infinité de formes. Oui, dit le disciple. Alors, Socrate, il dit, mais s'il y a une infinité de formes, est-ce qu'on peut dire que ça a une forme? Alors, l'autre, il est embêté, il dit, ah, toujours c'est par Zeus, par Zeus. Non, on ne peut pas dire que s'il y a une infinité de formes, et une forme. Dit Socrate, mais alors tu te contredis, ça va pas du tout. Alors, l'autre, il dit, je veux plus te parler. Il y en a un autre qui prend leur lait. Tout ça, bon, c'est pas tant. Et donc, il n'y a pas lieu. Mais il y en a parfois de plus résistants. Alors, supposons un interlocuteur de Platon, il dit, ah d'accord, il n'a pas de forme. Seulement, moi, je te dis, Socrate, qu'il a une puissance. Alors là, Socrate, il n'aime pas qu'on lui dise ces choses comme ça. Il n'aime pas du tout. Parce que, du coup, elle cherche pour lui de montrer qu'il n'y a pas de puissance sans forme, ce qui va être plus compliqué. Il va être un peu plus compliqué, mais enfin, il risque de s'en tirer, ou bien de ne pas s'en tirer. Je ne sais pas, est-ce qu'il va s'en tirer. C'est pour ça que les dialogues de Platon, c'est une drôle de chose. Il faudra croire que Socrate, il gagne toujours. Et en plus, la plupart du temps, Socrate, il
il se retrouve à la place de celui, à la place de départ de celui qu'il était en train d'interroger et de traiter d'idiot. Et il est très content, à ce moment-là, il dit, tu vois, ben, on a fait le tour de la question. Et enfin, bon, je dis, le faux a peut-être une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y aurait une puissance du faux. Qu'est-ce que c'est? Je peux dire une chose. Si l'idée d'une puissance du faux a un sens, premièrement, ça n'a rien à voir avec une forme, sinon je retomberais dans ce qu'on a réglé. Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec la confusion du réel et de l'imaginaire, ni de l'essence et de l'apparence. Ni de la représentation et de la modification. Vous comprenez pourquoi? Là, c'est un tout petit peu plus serré. Donc, faites bien attention. On n'en a pas pour longtemps, parce que, surtout une première fois, je peux plus, j'ai pas le choix. Car la confusion, si vous m'avez un tout petit peu suivi, la confusion du réel et de l'imaginaire, de l'essence et de l'apparence, de la représentation et de la modification, c'est le faux. C'est le faux, tel qu'il se réalise dans l'acte de l'erreur ou du jugement erroné. C'est le faux. Quand je dis le faux n'a pas de forme, il a peut-être une puissance. Ben, la puissance du faux, ça ne peut pas être le faux. Bien plus. Oui, non, pas bien plus, ça suffit. Je ne peux pas définir, s'il y a une puissance du faux, je sais d'avance que je ne peux pas la définir par la simple confusion du réel et de l'imaginaire, de la représentation et de la modification. Sinon, je retombe dans mon machin et on a déjà fini. Je ne peux pas. Alors, il faut que je renonce ou que je trouve autre chose. Je voudrais qu'en philosophie, un peu comme ça, et ça doit être vrai pour toutes les disciplines, vous savez, on avance que contraint et forcé. Hein. On dit parfois que les philosophes, ils en rajoutent pour le plaisir. Jamais on en rajoute pour le plaisir. Ou bien on s'arrête parce qu'on n'en peut plus, ou bien on avance parce qu'on ne veut pas faire autrement. Je vois bien là que moi je préférerais dire salut, voilà, puissance du faux, c'est la confusion du réel et de l'imaginaire, et puis voilà. Il se trouve que je ne peux pas. Pas possible. Puisque je me suis servi de ça pour définir le faux. Alors, la puissance du faux, c'est pas le faux. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être si c'est pas la confusion du réel et de l'imaginaire, de l'essence et de l'apparence? Qu'est-ce que ça peut être? Ouf! Je vois bien une issue, vraiment une issue de secours. Je dirais, c'est l'indécidabilité. On est là une autre notion. Ou, pour le moment, pas de raison de distinguer, c'est l'indiscernabilité. La puissance du faux, c'est l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. C'est l'indécidabilité de ce qui est réel et imaginaire. C'est pas du tout la même chose que la confusion du réel et de l'imaginaire. Mais pas du tout. Quel progrès on a fait, seulement c'est un progrès bien inquiétant, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il me faut un domaine, il me faut des terrains.
où le réel et l'imaginaire sont indiscernables, indécidables, où je ne peux plus dire ce qui est l'un et l'autre. Comme dit Nietzsche, il estime que c'est une phrase clé de son œuvre, si j'ai aboli le monde des essences, j'ai aboli aussi le monde des apparences. C'est-à-dire, il n'y a plus, sous la puissance du faux, il n'y a pas plus d'essence que d'apparence. La puissance du faux ne peut pas dire tout est apparence. Les apparences, elles ne sont pas moins ruinées que les essences. Il y a indiscernabilité de l'essence et de l'apparence. Il y a indécidabilité entre le réel et l'imaginaire. Mais où est-ce qu'il y a ça? Où est-ce que le réel et l'imaginaire entrent dans un rapport d'indiscernabilité? Où est-ce que la représentation et la modification entrent dans un rapport d'indiscernabilité? Une première réponse, on pourrait la concevoir, c'est, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Il faut quand même considérer cette réponse brièvement parce qu'elle a été donnée. C'est dans la tête que le réel et l'imaginaire peuvent être indiscernables, peuvent entrer dans un rapport d'indiscernabilité. C'est même curieux cette expression, il faudra la justifier, rapport d'indiscernabilité. En quoi l'indiscernabilité peut-elle être dite à un rapport? En tout cas, c'est complètement différent d'une confusion. Lorsque je dis je confonds l'un avec l'autre, ça maintient une distinction en droit. Lorsque je dis les deux sont indiscernables, je nie toute distinction de droit. C'est dans la tête l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Bon, non, évidemment, on sait d'avance que c'est pas dans la tête. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, on ne fait jamais la confusion. On ne fait jamais, pardon, l'indiscernabilité. On fait souvent la confusion. C'est-à-dire, on se trompe. Mais on n'atteint jamais à une indiscernabilité. Le rêveur, il n'atteint jamais à une indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Pour parler au plus simple, il est coupé du réel par le réel, par le sommeil. Il est coupé du réel et livré pieds et poings liés à l'imaginaire. Je ne peux absolument pas dire d'un rêveur qu'il confond le réel et l'imaginaire, il ne le confond même pas. À plus forte raison, il arrive à aucune indiscernabilité des deux. Le sommeil l'en préserve. L'halluciné, mais il y a longtemps que tout le monde a dit, expliqué, bien montré, que l'halluciné, par exemple, il entend des voix. Il a des voix, mais justement, dans sa tête. Mais il ne pense pas que les autres l'entendent, les entendent, ces voix. Pas d'halluciné qui pense que les voix qu'il entend, les autres peuvent les entendre. Je me réveille le matin et j'entends, salaud, crapule. Mais j'appelle pas quelqu'un pour dire t'entends aussi, je sais très bien qu'il entend pas. Je sais très bien qu'il peut pas entendre. Je sais très bien que les esprits auxquels je suis mêlé sont d'autant plus dangereux que personne ne les entend. Bon, ça n'arrange rien. Donc, c'est pas dans la tête. Pourquoi j'insiste tellement là-dessus? Parce que j'ai besoin d'un texte qui me servira pour l'avenir.
Robbe-Grillet, aussi bien dans ses romans que dans son cinéma, invoque fondamentalement une indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Une indiscernabilité. Et il ne cesse pas de nous dire, ce qui montre qu'il invoque une indiscernabilité, c'est qu'il ne cesse pas de nous dire, par exemple, à propos de l'année dernière à Marienbad, mais vous ne demandez pas si c'est réel ou si c'est imaginaire, la question n'a pas de sens. Il dit d'accord, on peut toujours dire tout ce qu'on veut, les uns diront il y a ceci de réel, les autres diront ah non c'est ça, là c'est de l'imaginaire, etc. Vous pouvez toujours essayer de faire le partage. La question ne se pose pas, vous ne voyez pas le problème. Ce n'est pas le problème. Donc il se réclame explicitement d'une indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Et il commente, mais je ne dis pas que ce soit l'expression de sa pensée dernière, c'est au contraire pour nous éviter de tomber dans les pièges d'un texte. Un texte nous présente toujours des pièges, surtout dans le cas de Robbe-Grillet qui adore ça. C'est là évidemment que les choses se compliquent quand il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que cette indiscernabilité. Il ne peut s'agir ici que d'un déroulement subjectif, mental, personnel, dit-il pour l'année dernière à Marienbad. Ces choses doivent se passer dans la tête de quelqu'un. Ces choses doivent se passer dans la tête de quelqu'un. Eh bien non. Non, on peut dire d'avance non. Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un au pire, ce sont des confusions locales et provisoires de l'imaginaire et du réel. Mais jamais des constructions d'indiscernabilité. Ces choses doivent se passer dans la tête de quelqu'un. Mais de qui? Du héros narrateur? Point d'interrogation. C'est-à-dire de l'homme de l'année dernière à Marienbad. Ou de l'héroïne hypnotisée, la femme de l'année dernière à Marienbad. Il dit alors, ça doit se passer dans la tête de quelqu'un. Est-ce que c'est dans la tête de l'homme? Non. Est-ce que c'est dans la tête de la femme? Non. Ou bien par un échange constant d'images entre eux, les deux ensemble. Ça, ce serait déjà mieux, parce que si c'est entre deux têtes, c'est pas dans la tête de quelqu'un. C'est dans un tête-à-tête. Ce serait mieux. Mais enfin, il dit non plus. Il vaudrait mieux admettre une solution d'un autre ordre. Alors on se dit, ah bon? Il vaudrait mieux admettre. C'est donc l'indiscernabilité, la confusion. Voilà où nous en sommes. La confusion du réel et de l'imaginaire. Etc. De la présentation et de la modification. Peut se produire dans la tête de quelqu'un. Mais ce qui ne peut pas se produire dans la tête de quelqu'un, c'est l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Il vaudrait mieux admettre une solution d'un autre ordre. De même que le seul temps qui importe est celui du film, tiens, il introduit le temps. C'est bon pour nous, ça. De même que le seul temps qui importe est celui du film, le seul personnage important est le spectateur. On se dit, zut alors, c'est dans sa tête, mis en italique, c'est dans la tête du spectateur que se déroule toute l'histoire qui est exactement imaginée par lui. Alors on se dit, ah bon, il nous avait sorti et puis il nous y remet. C'est demander, voyons, ce serait-il pas dans la tête des personnages? Réponse, non. On est soulagé. Il fait une lancée vers le temps. Puis bon, il nous ramène là. Non, c'est pas dans la tête.
des personnages, ni entre leurs têtes, d'une tête à l'autre, mais c'est dans la tête du spectateur. Alors on peut enchaîner, on peut compliquer sur Rodriguez, puisqu'il est en train de nous faire un salut. On sent qu'il est en train de nous tendre des pièges. On dira bon. Mais quel spectateur? Quel spectateur? Un spectateur réel, qui serait vous, moi, assistant à l'année dernière à Marienbad. Dans ce cas-là, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Parce que vous ou moi, on est dans la situation que dans notre tête peut se produire une confusion du réel et de l'imaginaire, mais non pas une indiscernabilité. On est comme tout le monde. Ou bien alors, il invoque un spectateur qu'il faudra bien appeler un spectateur idéal, qui n'est constitué ni de vous ni de moi. Mais alors de qui? Et quelle sera la nature de ce spectateur idéal? Qu'est-ce que ce sera? En fait, il n'aura pas de tête. Qui ce sera? Ce spectateur idéal, c'est pas dans sa tête que se produira une indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Ce spectateur idéal, c'est être celui qui construira l'indiscernabilité. Si elle ne se passe pas dans la tête, il faut bien la construire. Et comment appeler celui qui construit l'indiscernabilité de réel et d'imaginaire? Comment l'appeler sauf donc le nom qu'il mérite? À savoir, il tient la puissance du faux, il est le faussaire. Alors que l'homme qui se trompe, il est l'homme qui ment. Alors que l'homme qui se trompe, c'est celui qui confond le réel avec l'imaginaire. Mais le faussaire, l'homme qui ment, c'est celui qui construit. Moyen des indiscernabilités de réel et d'imaginaire. La puissance du faux se définit par l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire et non pas par sa confusion. Première proposition. Deuxième proposition, à ce titre, elle renvoie à un faussaire et non pas au faux. Et c'est normal puisque je réclame uniquement que la puissance du faux ne soit pas définie par le faux. Donc on a fait un progrès considérable. Vous n'êtes pas trop fatigué? Pas mal? Si je m'arrête, je ne voudrais pas que la première fois vous en ayez trop. Hein? Surtout que j'ai besoin que vous voyiez un peu pour lancer vos propres recherches. Alors on va juste faire toujours dans cette seconde remarque. Dans le cadre de cette seconde remarque, il faut faire un petit pas en plus. Je dis l'indiscernabilité du réel des gens nous paraîtra d'avance insuffisante. Pas fausse, non, mais insuffisante. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est, comment dire, c'est, je cherche un mot, concrétion, ou coalescence. C'est concrétion ou alors je prends un mot que adorait Dupréel, c'est consolider. C'est concrescence, c'est coalescence, c'est consolider de réel et d'imaginaire, tel que soit indécidable ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Supposez un circuit. Hein? Alors là, je dis des choses, il ne faudra à aucun moment me les reprocher, parce que c'est tellement au fur et à mesure qu'on sera amené à les corriger, à dire « Ah ben, ce jour-là, on avait dit vraiment des bêtises. » Mais il faut croire que peut-être ces bêtises vont nous servir. Ce circuit, imaginons un circuit électrique. Ou bien un circuit, bien mieux alors, un pas de plus, au point on en est déjà,
un circuit électromagnétique. Un circuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose court derrière autre chose. Mais dans certaines conditions, on ne sait vraiment plus ce qui est en avant et ce qui est en arrière. Hein? Lequel qui est premier aux 6 jours, au vélodrome. Il faut être un habitué pour savoir le nombre de tours. D'abord, sinon on ne peut pas le savoir. Si je ne sais pas le nombre de tours, je ne sais pas. 2 choses se courent l'une derrière l'autre. Et on avance. Sur un circuit électrique ou électromagnétique, de telle manière que je ne sache pas non seulement laquelle est la première, laquelle est la seconde, mais laquelle est laquelle. En d'autres termes, le réel et l'imaginaire, la représentation et la modification courent l'une derrière l'autre, de telle manière que je ne sache pas, et que je ne puisse pas savoir. Indécidabilité. Je ne peux pas savoir ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Je ne peux pas savoir ce qui est représentation et ce qui est modification. Une telle concrétion de réel et d'imaginaire répond à ce que je cherche. Oui, tout de suite. Tout à l'heure. Si vous voulez tout de suite un exemple, bon, l'exemple fameux nous vient, tiens, c'est pas par hasard qu'il est emprunté à Wells. La grande scène finale de la Dame de Shanghai. Je suis dans des conditions telles que je ne confonds pas du tout le réel et l'imaginaire. Je suis dans des conditions telles que les deux, se courant l'un après l'autre, sont devenus indiscernables. Quel est le personnage réel? Quelle est son image dans le miroir? Je ne sais pas. Non seulement moi, ce qui ne serait pas grave, mais l'avocat ne le sait pas. D'où l'échange célèbre de coups de feu qui va quoi? Qui va briser les glaces et le jeu des glaces. Les glaces, les miroirs, bon, ça agit beaucoup plus que c'est quoi. Mais, je dis, ce jeu de glace, ce sont de véritables circuits électriques ou électromagnétiques, où le réel et l'imaginaire courent l'un derrière l'autre, au point que ils perdent toute discernabilité possible, jusqu'à ce que les glaces s'effondrent. Ah, mais si c'est comme ça, il faudra voir. Est-ce que tout ça, c'est des hypothèses? Mais alors, si c'est ça, est-ce qu'on n'est pas en train de gagner quelque chose de très important? Où est le personnage réel? Où est sa modification dans le miroir? Où est la représentation et la modification? Où est le réel? Où est l'imaginaire? Ils sont devenus indiscernables, mais pas dans n'importe quelle condition, dans les conditions de ce circuit de glace. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Je dirais, mais le lieu de l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire, c'est quoi? Il faudrait comme une formation dont une face soit tournée vers le réel, une face tournée vers l'imaginaire. Vous me direz, mais ça c'est exactement la forme du vrai. Ah oui, mais il me faudrait cette fois-ci non plus une formation, j'ai dit. Une formation dont la face tournée vers le réel et la face tournée vers l'imaginaire
entre dans un tel rapport de circulation qu'est objectivement indiscernable ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Ce ne sera plus du tout une forme organique. Ce ne sera plus la forme organique du vrai. Il faudra que les deux faces de ma formation, ou les petites n faces, puisque bien sûr on sent qu'il y aura petite n faces, non seulement se courent l'une derrière l'autre, mais en se courant l'une derrière l'autre, se réfléchissent l'une dans l'autre, et se réfléchissent si bien que je ne sache plus, et je ne puisse plus savoir, comme dans un principe d'indétermination objectif, un principe d'indiscernabilité, ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Bon, j'appellerais ça, par opposition à la forme organique du vrai, j'appellerais ça une formation cristalline, quitte à justifier plus tard cette expression formation cristalline, et je dirais la formation cristalline est et renvoie à la puissance du faux, tout comme la forme organique renvoyait à la forme du vrai. Et je définirais à ce moment-là comme ça, je dirais, oui, il y a des cristaux ou des images cristalles. Et les images cristalles sont des coalescences de réel et d'imaginaire telles que l'on ne puisse plus objectivement distinguer ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Un peu, si vous voulez, comme si, dans une histoire de miroir, vous aviez, je dirais, un cristal. Alors, pour reparler en termes d'image, mais ça se transforme tout seul, c'est comme si du point de vue de l'optique, et les cristaux, ils ont affaire avec l'optique, comme si du point de vue de l'optique, vous aviez un système de miroir où ce qu'on appelle en optique l'image actuelle et l'image virtuelle couraient l'une derrière l'autre de telle manière que vous ne puissiez plus, même endroit, distinguer ce qui est l'une et ce qui est l'autre. Voilà. On pourrait dire aussi bien qu'une formation cristalline, c'est la coalescence d'une image actuelle et de son image virtuelle. Voilà. De toute manière, je dirais, c'est le principe d'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Voilà, on met ça en avance un petit peu, puisque j'ai une définition de la puissance du faux qui n'opère plus, vous voyez, par la confusion du réel et de l'imaginaire. La puissance du faux ou le faussaire se définit maintenant comme le constructeur des formations cristallines. Si Dieu est un faussaire, hypothèse devant laquelle certains philosophes n'ont pas reculé, si Dieu est un faussaire, c'est qu'il fait des formations cristallines. Si Dieu est véridique, c'est parce qu'il fait des formes organiques. Pas sûr, hein, mais enfin, le diable fait des formations cristallines, évidemment, ça. C'est que ça. Bon, mais on n'a pas fini, pas tout à fait fini. Ma troisième remarque est celle-ci, c'est que, d'accord,
On a défini l'image cristal par l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Au XIXe siècle et au XXe siècle encore, les dames avaient des albums où elles demandaient aux gens d'écrire des pensées, généralement des pensées délicates, sur leur album, les jeunes filles, mais même parfois les femmes mariées. Et alors les hommes rivalisaient pour écrire une espèce de livre d'or. Les grands poètes n'ont jamais négligé cette activité. Quand ils sortaient, les poètes qui sortent pas, évidemment. Mais Mallarmé lui-même adorait. Il y a des vers splendides de Mallarmé qui sont sur des carnets, au point que je suis sûr qu'il y a des inédits de Mallarmé dans les carnets de jeunes filles qu'on ne connaîtra jamais. Et c'est bien dommage. Et parce que là, c'était vraiment comme dans le jazz, c'était vraiment, faut savoir, c'était vraiment l'improvisation à l'état pur, puis le bon moment, et puis c'était épatant, ça, c'était une activité poétique merveilleuse. Mais Victor Hugo faisait ça beaucoup. Et c'était très beau. Et c'était très beau, moi, toutes celles que j'ai eues, vraiment des splendides. Il avait une espèce d'inspiration. Et voilà qu'une dame lui demande de mettre quelques vers sur son... Valérie, il a fait ça beaucoup aussi, Valérie. C'était le bon temps, ça, pour les poètes. Mais lisez dans la Pléiade, dans l'édition de la Pléiade, il y a quelques vers de circonstances de Mallarmé, comme ça. Ils sont splendides. Il y a des femmes au moment du bal, ou des femmes qui dansent, ou qui n'ont pas dansé, des splendeurs. Et à une qui demandait ça à Victor Hugo. Victor Hugo écrit ceci sur son album, sur l'album de la dame. Et ça m'a quand même tellement frappé, je ne sais pas pourquoi, c'est d'une telle beauté rythmique pour moi. Ça m'a tellement frappé que ça, je l'ai lu, j'ai un vague souvenir, je l'ai lu dans les environs de 17 ans. Et moi qui me rappelle des vers par cœur, que très très difficilement, celui-là m'est resté dans... J'ai jamais eu à le revoir. Peut-être que si je le revois, je m'apercevrais que ce que je raconte est complètement faux. Et je ne sais plus où je l'ai trouvé. Mais je vous jure que c'est vrai. Vous savez, dans le film de Orson Welles, F comme Fake, il y a une convention. Pendant 1 heure, on ne racontera pas d'histoire, on ne racontera pas de mensonges. Alors, le spectateur se dit ouf, et puis apparaissent des mensonges énormes, et Orson Welles prend sa montre et dit il y a 1h20 que j'avais dit, il y a 20 minutes de plus. En effet, le spectateur ne s'est pas aperçu, alors depuis 20 minutes, le mensonge était revenu. Mais comme la période de vérité n'était pas moins menteuse, on s'y retrouve. Alors, ce qu'il disait Victor Hugo à la dame, c'était l'émeraude dans ses facettes. L'émeraude dans ses facettes cache une ondine aux yeux clairs. La vicomtesse de Sète, CE2TE, c'était la dame. La vicomtesse de Sète avait les yeux couleur de perle. PERS. Vous savez ce qu'on appelle le père, PERS. C'est une couleur bleu-vert. C'est célèbre depuis Homère. Athéna aux yeux verts. Alors je ne sais pas, dans ce rythme qui est, en effet, c'est un rythme très très savant. Je ne peux même pas dire que c'est une chanson. C'est un rythme qui me paraît extraordinaire, qui ne dépend pas évidemment du nombre des syllabes. L'émeraude dans ses facettes cache une ondine aux yeux clairs. La vicomtesse de Sète avait les yeux de couleur de perle. Elle devait être contente d'avoir un poète comme ça. Et ben, je retiens les 2 premiers vers. Si je raconte ça, c'est parce que j'ai besoin des 2 premiers vers.
L'émeraude dans ses facettes cache une ondine aux yeux clairs. À quoi sert une formation cristalline s'il n'y a pas quelque chose dedans? Il y a évidemment quelque chose dedans. Elle est inséparable. L'image cristal est inséparable d'un quelque chose qui est dedans et que l'on voit dedans. Elle se définit par la coalescence du réel et de l'imaginaire. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le cristal? On est forcé d'aborder ce problème. Qu'est-ce qu'on voit dans le cristal? Eh bien, puisqu'en assurant la coalescence du réel et de l'imaginaire, elle a supprimé et le réel et l'imaginaire, il n'y a plus ni réel ni imaginaire, les deux sont indiscernables. Qu'est-ce qu'on peut voir? On ne peut plus voir qu'une série de modifications qui sont aussi bien les représentations les unes des autres. On ne peut plus voir qu'une série de modifications qui sont en même temps les représentations les unes des autres. Bon, d'accord, il faut aller plus loin, ça suffit pas. C'est pas un effort. La formation cristalline renvoie non pas au faux, mais à la puissance du faux. Mais la puissance du faux, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas la puissance du faux. Il y a peut-être la vérité, il n'y a pas la puissance du faux. La puissance comme puissance n'existe que sous la forme d'une série de puissances. A puissance 1, A puissance 2, A puissance 3, A puissance petit m. La potentialisation n'existe que sous la forme d'une série de puissances. Il n'y a pas de puissance 1, et puis une puissance 2, et puis une puissance 3. Ça n'existe pas, ça. Bien plus, qu'est-ce qui nous l'affirmerait, même du point de vue strict des mathématiques, le calcul différentiel. Le calcul différentiel ne peut avoir qu'une définition simple. Il y a des définitions plus compliquées. C'est ce qui permet d'introduire une comparaison absolument nécessaire entre quantités de puissances différentes. La notion de puissance est inséparable des différences de puissance. Bon. Ma réponse, voyez, je fais des réponses successives, mais chaque fois on gagne un tout petit pas. Qu'est-ce que je vois dans la formation cristalline? Qu'est-ce que je vois dans l'émeraude? Je vois l'ondine aux yeux clairs, c'est-à-dire la vicomtesse de Senta. Oh d'accord, je vois ça. Mais la vicomtesse de Senta, l'ondine, c'est quoi l'ondine? Eh oui, l'ondine, c'est la métamorphose. C'est la métamorphose en perpétuel état. Tiens, comme on l'a souvent remarqué, le yacht sur lequel se passe la dame de Shanghai s'appelle Circé. Circé célèbre dans Homère par ses métamorphoses. Voilà ce qu'on voit dans le bateau. Tiens, mais alors le bateau de la dame de Shanghai, c'est une formation cristalline? Ah peut-être, tiens, je mélange tout pour... Il y a quelqu'un qui a su montrer qu'un bateau et quelqu'un qui s'y connaissait en bateau, que malgré l'apparence, les bateaux étaient des formations cristallines inquiétantes. Et c'est Herman Melville. Bon, mélangeons partout. Dans la formation cristalline, je vois une série de modifications dont chacune est la représentation de la suivante. Il y a indiscernabilité de la représentation et de la modification. Je vois un réel dont chacun, je vois des réalités dont chacune est l'irréel de la suivante. En d'autres termes, je ne peux voir qu'une série. Un petit pas de plus. Quelle série? La formation cristalline renvoyée à la puissance du faux. La série que je vois dans le cristal ne peut être que la série des puissances. C'est comme des mathématiques. Hein?
Pas lieu de discuter. Rien. Bon, tout va bien. Troisième petit pas, tout petit pas. Si la puissance du faux apparaît dans la formation cristalline sous la forme d'une série de puissances, puissance 1, puissance 2, jusqu'à puissance petit n, voilà que le faussaire est passé dans le cristal. Le faussaire est passé dans le cristal, et oui, il fallait bien. D'ailleurs, il ne serait pas un faussaire si lui, qui avait fait le cristal, il ne passait pas dans le cristal. C'est évident que le faussaire, il passe dans le cristal. Mais il ne passe pas dans le cristal sous la même forme qu'il le fait, qu'il le fabrique. Il passe dans le cristal. Sous quelle forme? À sa place, peut-être. Est-ce qu'il est la puissance petit n? On n'en sait rien. Il nous faudra tant de recherches avant de pouvoir dire une chose comme ça. Bien plus, est-ce qu'on n'aura pas une surprise de découvrir l'homme véridique dans la série des puissances? Et dire, ah oui, l'homme véridique, mais c'était une des puissances du faux. Oh, ça, ce serait la joie. Et n'est-ce pas quelque chose comme ça, bien que là je suis très loin de Nietzsche, mais après tout, si on fait un peu de recollement, de collage, n'est-ce pas quelque chose comme ça que Nietzsche dit dans un de ses plus beaux mots? Le véridique, c'est-à-dire l'homme véridique, finit toujours par comprendre qu'il n'a jamais cessé de mentir. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il finit toujours par se découvrir dans le cristal, lui qui se croyait dans la formation organique? Et à sa place d'homme véridique, il aura sa place dans la série des puissances qui apparaissent dans la formation cristalline. Bien, et le faussaire aussi. Bon. Ce qui veut dire, les faussaires n'existent qu'en chaîne. Il faudra revenir là-dessus. Mais la prochaine fois, je pourrai aller plus vite. Vous m'accorderez qu'on a vaguement fondé le principe pourquoi les faussaires n'existent qu'en chaîne. Si je résume pourquoi les faussaires n'existent qu'en chaîne, c'est parce que si je me donne le personnage du faussaire, je ne peux, à mon avis, le définir que par celui qui opère la coalescence des formations cristallines, que dans une formation cristalline, le faussaire doit à son tour apparaître dans la série des puissances qui se découvrent à l'intérieur que je vois dans le cristal. Et que, dès lors, la puissance du faux est constituée par une chaîne de faussaires. Faussaires tels que je ne saurais même plus. Qui est faussaire, mais quoi? En quel sens d'abord? En quel sens? Là, Orson Welles triomphe. Et dans F comme fake, un des moments les plus brillants, c'est évidemment lorsqu'il met trois faussaires, dont le plus faussaire est celui qu'on croirait être le moins faussaire, l'homme véridique, lui met en présence le milliardaire américain, le journaliste qui a écrit de faux mémoires, et le peintre faussaire. Et on s'aperçoit que celui qui a eu tout le monde, c'est le milliardaire, évidemment, c'est pas par hasard que c'est le milliardaire, parce que le milliardaire, sans doute, c'est le fameux milliardaire qui a des sosies, qui ne s'est pas montré au monde depuis 50 ans, et qui, après tout, c'est pas le pauvre journaliste peut-être qui a fait les faux mémoires, c'est le vrai milliardaire qui a dicté de faux mémoires, ou le sosie du milliardaire qui a dicté de vraies mémoires, qui étaient les faux mémoires du etc. Bon, la série de modifications dont chacune est la représentation d'une autre modification, c'est la série des puissances du faux, où je me dis, quelle est la dernière puissance? La dernière puissance, on l'appellerait, si elle existe, le grand escroc. D'accord, c'est le grand escroc. C'est la crapule métaphysique. D'accord, c'est la crapule métaphysique. Mais est-ce qu'il y en a? Je disais, on peut concevoir l'homme véridique, un homme véridique. Mais le faussaire,
Ben non, le faussaire, il ne peut exister que dans la chaîne. Et je ne peux même pas dire tout est faussaire. Je peux dire tout est faux, à la rigueur. Mais tout est faux, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça fait partie de la vision classique de la vérité. Je peux même plus dire tout. Là, j'ai une série de puissances. Je peux les comparer grâce à un calcul différentiel, s'il y a lieu. Il y a des séries de puissances du faux. Je ne peux même pas dire tout. Je ne peux pas dire tous les faussaires. Ils n'existent que sériellement. Ils n'existent pas dans un ensemble. Il n'y a pas d'ensemble des faussaires. Il y a une série de faussaires. Une série est irréductible à un ensemble. Je ne peux pas dire le dernier faussaire. Je peux toujours dire petit n, puissance petit n. Et dire la puissance petit n, c'est le grand escroc. Mais où il est le grand escroc? Tout ça a l'air désespérant, et pourtant il y a une grande consolation. C'est que tous ces faussaires ne se valent pas. Tous ces faussaires ne se valent pas. Et là aussi on retrouve un peu Nietzsche. Nietzsche n'a jamais pensé que n'importe quoi se valait. Non, ça se vaut pas. Ça se vaut pas. C'est évidemment pas dans le même sens qu'un pitoyable journaliste écrit de faux mémoires, d'un faux homme dont on ne sait même pas si c'est le sosie qu'il a vu ou l'original, et que Wells se réclame d'une œuvre qu'il va qualifier par l'expression F comme fake. Il invoque le mot de Picasso. Je suis capable de tout, même de faire des faux Picasso. C'est évidemment pas de la même manière que Picasso fait des faux Picasso et qu'un autre fait des faux Picasso. Bien plus, Picasso copie. Copie, ça veut dire quoi? Velasquez. Bacon copie, ça veut dire quoi? Copie Velasquez. Je peux toujours dire que... Est-ce que je dirais que tout est faux? Non. 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 C'est évident que la puissance du faux, dans la mesure où elle se développe dans une série, va nous faire découvrir de singuliers personnages qui n'ont rien à voir avec les plus basses puissances du faux. Lorsque Nietzsche découvre la puissance du faux ou la volonté de puissance, ça l'entraîne à dire, mais vous savez, il y a des très bas degrés de volonté de puissance. Par exemple, pour Nietzsche, celui qui veut le pouvoir, oui, c'est de la volonté de puissance, mais c'est vraiment le degré le plus minable de la volonté de puissance. Bon. Il y a donc des degrés ou des puissances de la volonté de puissance. Il y a des puissances du faux. Celui qui copie quelque chose de déjà fait, c'est peut-être pas ça la puissance du faux. Ou c'est un des aspects de la puissance du faux, bien sûr. Il y a une chaîne de faussaires. Il y a une chaîne de faussaires qui ne se valent pas. Qu'est-ce que c'est que cette introduction de la notion de valeur dans la formation cristalline? Je le prends au sens de A puissance A, 1, puissance 2, puissance 3. Il faudra voir tout ça. Nietzsche nous aidera beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de résumer aujourd'hui, on en finit, parce que pour une première fois, c'est déjà trop. Et puis je voudrais que vous disiez si vous avez suivi, si vous voyez. Je dirais au point où j'en suis. Là, je m'avance un peu parce que je ne l'ai pas encore montré. Mais c'est pour que vous ayez une idée générale. Moi, j'aurais envie de dire, vous voyez, ce qu'on voit dans le cristal, ces puissances du faux, qu'est-ce que c'est dans le fond? Ce que j'essaierai de montrer, là, je ne l'ai absolument pas montré, donc pour le moment, ça ne peut être qu'arbitraire. C'est juste pour vous donner une impression de consistance sur notre recherche cette année. Ce que j'essaierai de montrer, c'est que ces puissances du faux à la lettre, ce sont des accents ou des aspects
quitte à justifier les deux termes, accent et aspect, des accents et des aspects du temps. Ce qu'on voit dans le cristal, ce sont des aspects ou des accents du temps. D'où le rapport fondamental entre la série des puissances du faux et le temps. Supposons, mais ça nous prendra longtemps avant d'arriver là. Je cherche uniquement à donner une idée de l'unité, encore une fois, de ce qu'on a à faire. S'il en était bien ainsi, si je pouvais montrer ça, que ce qu'on voit dans le cristal, c'est, comme dit quelqu'un de célèbre, un célèbre écrivain, un peu de temps à l'état pur. Et que si vous ne passez pas avec un peu de temps à l'état pur, vous ne pouvez voir que dans l'émeraude, dans le cristal. Il faut vous fabriquer votre cristal. Ce qui ne veut pas dire quelque chose à l'abri du monde, ou pas du tout, pas du tout. Car il faudra aussi que vous cassiez votre cristal. Il faudra que le cristal se décompose, et Dieu soit loué. Dieu a tout prévu. Et il a soumis le cristal à des processus de décomposition extrêmement intéressants, d'où l'importance pour vous de nous enfouir dans un manuel de cristallographie. Bon, mais s'il en est ainsi, si c'est bien le temps que je vois dans le cristal, comme la sorcière, hein? Sorcière, c'est une faussaire parmi les autres. Pourquoi c'est une faussaire? On verra si c'est une faussaire. C'est une faussaire, mais une faussaire, ça ne veut pas dire simplement quelqu'un qui vous trompe. Ah non, il y en a il y a des faussaires qui vous trompent, il y a des faussaires qui font bien autre chose. Bon, c'est Orson Welles, faussaire. D'accord, très bien. S'il le dit, il le dit. C'est pas pour ça qu'il se confond avec, il a une vive conscience de son génie. Alors, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Si l'on est bien ainsi, si c'est le temps, les accents du temps, les aspects du temps, c'est-à-dire chaque fois un peu de temps à l'état pur, car le temps à l'état pur, je ne l'aurai jamais tout entier. Tout ce que je peux demander, c'est un peu de temps à l'état pur, et encore un peu de temps à l'état pur, et encore un peu de temps à l'état pur. Je pourrais appeler mes cristaux comme des espèces de germes. Votre manuel préféré de cristallographie vous apprendra aussi ce qu'on appelle un germe cristallin. Et sa différence avec un germe organique. Ce sont des germes de temps. Ou bien plus simplement, là je reprends une expression qu'utilise, mais en un autre sens, Félix Guattari, ce sont les cristaux, les formations cristalliques, ce sont des cristaux de temps. Je dirais ce sont des cristaux de temps. Ces coalescences où le réel et l'imaginaire sont indiscernables, c'est cela que j'appellerais cristal de temps. Et pourquoi je l'appelle cristal de temps? Parce que dans ces formations, ce qui apparaît, c'est un peu de temps à l'état pur, sous la forme de la série des puissances. Voilà, ça va. Bon. J'en suis exactement à ceci. C'est devenu un peu abstrait. Il nous faut un peu de concret. La prochaine fois, je vous raconterai des histoires, à commencer par la plus belle. De quoi nous parle Melville dans Le Grand Escroc, à condition que, évidemment, à condition, c'est la moindre des choses, que ça confirme notre schéma. Si ça ne le confirme pas, je vous cache les pages. Si ça le confirme, je vous le dis. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des problèmes, des questions? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Si tu voulais dire quelque chose, toi. Tu aurais dit